Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film culte que j'aurais très bien pu d'ailleurs insérer dans ma semaine spéciale Halloween puisqu'il s'agit d'une œuvre de science-fiction horrifique sortie en 1979, vous l'avez deviné avec le titre de la vidéo, Alien, le 8e passager. Deuxième long métrage à l'époque d'un certain Ridley Scott, après Les Duellistes, avant son Blade Runner, qui pourrait être mis en parallèle avec le brûlot qui nous intéresse ici, notamment sur la thématique de la technologie. Et au casting, nous retrouvons 7 actrices-acteurs, même un 8e dans le costume de l'alien, qui forcément ont été révélés ou mis en lumière grâce à leurs prestations ici, en tête d'affiche. Sigourney Weaver qui joue l'héroïne Ellen Ripley, à ses côtés Tom Skerritt qui interprète le capitaine, Veronica Cartwright, la navigatrice, Harry Dean Stanton dans la peau du technicien, John Hurt, évidemment, qui interprète l'officier en second, Ian Holm, le fameux officier scientifique central à l'intrigue, sans oublier Yaphet Kotto qui joue le chef ingénieur. Et donc, dans le costume de la bête, un acteur nigérian qui n'a pas fait grand-chose par la suite, qui a un petit peu disparu des radars et mort prématurément malheureusement, Bolaji Badejo. Et donc, même si je pense que toutes et tous vous avez déjà vu ce film, on ne sait jamais, je ferai une zone spoiler à un moment pour pousser mon analyse. L'histoire de base est assez simple, on va suivre dans l'espace, en l'an 2122, donc dans 100 ans, un vaisseau, une sorte de cargo spatial qui revient avec un chargement de minerais, le Nostromo, qui se dirige vers la Terre, mais malheureusement son équipage, donc les 7 passagers, sont réveillés prématurément de leur sommeil léthargique par un signal de détresse capté par l'ordinateur qui s'appelle Maman, puisque sur une planète, visiblement, quelqu'un a besoin d'aide. Je ne sais pas. Donc, ils se retrouvent éveillés avant l'heure et ils décident de descendre sur ce morceau de terre inconnu afin de voir ce qui s'y passe. Et ils y découvrent un vaisseau extraordinaire, donc extraterrestre, avec à son bord le cadavre de ce qu'on appelle depuis un space jockey, sorte de race alien très grande, etc., qui visiblement a souffert. Et on comprendra pourquoi après. Que s'est-il passé? Ils vont explorer les alentours, une grotte notamment, où il y a des œufs. C'est très étrange. Et malheureusement, l'un des membres de l'équipage va être attaqué par le facehugger, comme ça, une sorte de petite bestiole bizarre qui sort de l'œuf. On va le rapatrier, le pauvre Kane, joué par John Hurt, à l'article de la mort. Mais il y en a une qui voulait pas le faire revenir dans le vaisseau, qui voulait respecter la quarantaine, normalement, quand il y a un truc comme ça, c'est Ripley. Et on comprendra très vite qu'elle a eu raison, qu'on aurait dû l'écouter. Si on avait écouté Ripley dès le début, il n'y aurait pas eu de film et donc probablement pas de saga. On aurait pu évidemment faire d'autres métrages, mais en tout cas, sur l'intrigue ici, il ne se serait rien passé. Et donc, en faisant rentrer le personnage de John Hurt dans le vaisseau, le facehugger, il a, on va dire, parasité l'humain, et de cet humain va naître la créature que l'on connaît d'abord sous forme de bébé, Chestbuster, qui va bien grandir et devenir donc l'alien qu'on connaît sous le nom, mais pas dans ce film encore, du xénomorphe, qui va semer la pagaille dans le vaisseau, et on l'a compris, huis clos absolu, 7 passagers, à la fin il n'en restera plus beaucoup, sans en dire plus, et donc ce 8e passager va tuer beaucoup de gens. Il y en a même un 9e de passager en vrai, le chat, on y reviendra sur le chat. Et ça faisait bien 5-6 ans que j'avais pas revu ce film, cultissime sur plein de points, c'est extraordinaire, forcément. Dans la gestion de l'horreur absolue, qui est souvent silencieuse, très ambiancée, qui prend son temps. Moi j'adore l'intro, même si ça peut paraître longué. Voilà, on est dans le silence de l'espace, d'ailleurs, la phrase d'accroche, dans l'espace personne ne vous entendra crier, et pour cause. On s'approche de cette planète, mystère de l'inconnu, réveille les humains qui sont un peu paumés, comme le spectateur découvre un peu la situation. Et crescendo, on va monter dans la panique, la terreur, qui est représentée avant tout par le personnage de Veronica Cartwright, qui est un petit peu l'image du spectateur, perdu et qui ne sait pas comment réagir. Et on va avoir bien sûr des luttes internes, avec une Ripley qui a bien compris les choses avant l'heure, enfin
elle a ce feeling-là, qui va s'imposer en tant qu'héroïne, alors que dans le film, au début, on pourrait imaginer que n'importe lequel pourrait être le personnage principal, avec autour d'elle des hommes qui vont pas prendre les meilleures décisions, et un autre qui semble un peu louche, ce fameux technicien, officier scientifique, pardon, Ash, joué par Ian Holm, sur lequel je reviendrai, parce qu'il y a des choses à dire dessus. Forcément, ça serait révélé pas mal de choses si vous ne l'avez pas vu, parce que peut-être des gens tombent sur cette vidéo sans avoir vu Alien, c'est possible. Bref, ça fonctionne super bien. Ridley Scott, avec son ambiance particulière, sa lumière un peu bleutée, hein, qui reviendra sur le fil de sa carrière, son obsession de l'enfermement humain, ici, clairement, déjà dans l'espace et dans le vaisseau, c'est un double huis clos, si on veut. Alors qu'on est pourtant dans l'infinité du cosmos, j'aime bien ce genre de paradoxe. Et donc la façon dont il traite ses allégories avec une force visuelle, avec une réalisation parfois posée, parfois nerveuse, très centrée sur justement la réaction des personnages, et même du chat, qui à un moment va observer une scène de meurtre. J'adore ce genre de truc. Ici, Ridley Scott s'impose déjà comme un grand réalisateur, après un très bon premier coup d'essai, Les Duellistes, et une confirmation exceptionnelle sur Blade Runner. Donc il a suggéré tout cela, pourtant ce n'est pas son histoire. Et justement, je voulais revenir là-dessus, très rapidement, parce que ça a été évoqué dans pas mal de choses, et vous pouvez lire pas mal de textes ici et ailleurs. Alien existe un petit peu grâce à d'autres œuvres préalables qui ont été créées ou pas. Déjà le Dark Star de Carpenter, avec Dan O'Bannon, qui a eu plus ou moins envie de se lancer derrière dans un scénario plus complexe pour quelque chose en espace, parce que c'est vrai que Dark Star c'était un peu potache par moment. Et donc sans ce brûlot de Carpenter, qui était un film d'études, hein, je crois, on n'aurait pas eu Alien. Mais aussi sans le fameux projet avorté et l'extraordinaire, même si on ne l'a jamais vu, Dune de Jodorowsky, qui a donné lieu à un absolument indispensable documentaire que je vous conseille, Jodorowsky's Dune, que j'évoquerai certainement un jour d'ailleurs. Bref, grâce à ce visuel, cette folie créatrice et tout, c'était trop ambitieux, mais quand même, ça a laissé des traces, et derrière, on se retrouve avec ce projet qui a, on va dire, vu le jour aussi grâce au travail artistique magnifique du Suisse Hans Rudi Giger, qui malheureusement nous a quittés il y a 8 ans, je crois, et qui a créé donc le xénomorphe. Enfin, c'est lui le design absolument terrible et terrifiant, très Lovecraftien de cette bestiole qui restera l'un des monstres cultes de l'histoire du cinéma. Et là, j'ai une pensée pour Romain Rimbaud qui adore le xénomorphe. Bien sûr, avec cette métaphore phallique et tout, puisque c'est un monstre qui pourrait être aussi comparé à un agresseur sexuel. Il y a une lecture très féministe dans le film d'ailleurs, puisque au-delà de l'héroïne Ripley qui s'impose et qui a les meilleures décisions et qui est la plus forte, il y a aussi quand même ce message qui malheureusement est toujours d'actualité, donc de cette toxicité qui va violer notamment, alors ici, tous les personnages humains, mais le personnage autre féminin à un moment va subir ça sur un plan qui va faire rappeler vraiment une agression sexuelle absolue. Donc il y a cela aussi, c'est un film qui est très en avance sur son temps et qui fonctionne encore très bien aujourd'hui, même s'il y a peut-être 3 trucs qui ont vieilli comme ça à droite à gauche, mais niveau ambiance, c'est le genre de film d'horreur que j'aime parce que ça prend son temps. C'est, on va dire, dans la lignée des Dents de la Mer, Jaws de Spielberg, on voit très peu la menace, on la sent, et ça va crescendo avec une musique très ambiancée de Jerry Goldsmith, même si ce dernier aurait aimé avoir des thèmes plus épiques. Très bon choix de la part de Ridley Scott de l'avoir raisonné, d'avoir choisi des thèmes beaucoup plus sombres, qui collent bien du coup avec l'atmosphère et la photographie globale du brûlot. Donc là-dessus, construction parfaite qui est devenue tellement culte que ça a inspiré d'autres œuvres du genre, et pour 79, c'est sûr que c'était une autre chose. C'est une première vision très angoissante de l'horreur dans l'espace, alors que jusqu'ici, l'espace, c'était Space Opera à la Star Wars, quoi. Donc voilà. C'est un film absolument donc, à découvrir ou à revoir tout le temps. Et d'ailleurs, si j'en parle ici, pourquoi j'en parle maintenant, vous allez me dire, bon, pourquoi pas déjà, mais parce que j'avais envie de revoir le 2 de James Cameron avant de voir Avatar 2. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tous me les faire. En plus, le troisième va fêter ses 30 ans. Puis j'aime beaucoup le 4e de Jeunet aussi, puis ça me permettra de revoir les préquels de Ridley Scott aussi, qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire. Et donc, spoiler ici, parce que, au-delà, donc, voilà, qui va survivre au bout, bon, ça, si vous... c'est évident, mais même si on ne connaît pas le film, dans le subconscient, on le sait que ça va être Ripley qui va survivre, parce que vous connaissez l'actrice principale, vous avez entendu parler du personnage, j'imagine, et tout. Donc c'est la seule qui survit, avec le chat. Très important le chat, parce que ça paraît anecdotique, mais déjà il représente la force de l'humanité
à deux moments, donc le personnage de Harry Dean Stanton et ensuite celui de Ripley, refusent de laisser tomber le chat. Ils vont le chercher parce que finalement l'humain a cette imperfection qui est sur les émotions et l'attachement aussi. Donc ça peut causer la perte. Il y en a un qui va mourir, donc le personnage de Brett, qui est joué par Harry Dean Stanton, mais Sigourney Weaver, Ripley, manque de périr à cause de cela, parce qu'elle retarde son départ et l'alien va avoir le temps de monter pour le dernier acte final dans l'espace. Mais en même temps, ça montre que l'humanité, avec ses défauts, a ce mérite aussi de survivre dans un monde où visiblement déjà, bon, il y a cet alien, qui est le prédateur parfait, qui est intuable, qui est absolument invincible, tout simplement, et qui est sans émotion, donc parfait à ce niveau-là pour le prédateur total, quoi. Mais aussi, il y a un androïde dans le film. Et là, on se retrouve avec la technologie qui préfigure Blade Runner en soi, puisque c'est pas qu'on a un répliquant, mais presque, hein. En soi, c'est un répliquant. D'ailleurs, je crois que dans la tête de Ridley Scott, Alien et Blade Runner sont dans le même univers. Ça, c'est passionnant. Nous avons donc Ian Holm, qui n'est pas qu'un officier scientifique, qui est donc ce robot humain qui, en fait, va, pendant tout le film, s'attacher à la créature parce qu'elle le trouve parfaite à ses yeux. Lui-même, trouvant les humains imparfaits et se sentant une création totale, on voit son miroir à travers cette créature et lui porte une sorte de culte. Et on a ici ce parallèle extraordinaire, d'ailleurs, quand l'androïde est tué, pareil, le bruit du robot qui fait un petit peu écho à celui de l'alien, si on veut, ou d'une créature du genre, et puis après, voilà, le liquide blanc qui jaillit comme ça, rapport à l'acide de l'alien. Le parallèle est génial ici. Donc voilà, le ver est dans le fruit avec ce personnage-là, qui est lié plus ou moins à la compagnie, qui n'est pas nommée ici, elle sera nommée plus tard, et l'ordinateur de bord, maman, qui décide que cette mission va changer dès lors que l'alien est à bord, quitte à mettre en péril la survie humaine, qui n'est pas très importante au final. La seule priorité, c'est ramener la bête sur Terre, ce qui est une très mauvaise idée, parce que vu comment elle se multiplie potentiellement en parasitant les autres, enfin bon, là encore, cette créature n'aurait peut-être pas pu pondre le 2, puisque ce n'est pas une reine sur le papier, on verra ça dans le 2, mais ça aurait été une très mauvaise idée. Donc les mauvaises décisions scientifiques face aux humains qui certes à certains moments font des erreurs, mais au moins qui ont le mérite de survivre avec l'émotion. Je pense qu'ici on est dans un thème très Ridley Scottien sur ce plan-là, et donc la dichotomie humanité, science et création, où ici le xénomorphe, donc, qui ne porte pas encore ce nom, mais on le voit, un xéno, alien, vous voyez, l'idée de l'étranger aussi, peut-être une métaphore, une allégorie du racisme ou de la méfiance de l'autre également. Il y a beaucoup de richesse dans ce brûlot. Voilà. Donc on peut remercier M. Ridley Scott, Dan O'Bannon, A.J. Giger et d'autres, Walter Hill aussi qui a participé au scénario, et M. Ronald Shusett, ainsi que les producteurs derrière. Je referme la zone spoiler, hein. Je n'ai pas finalement décidé de revenir sur l'acte final, la façon dont se débarrasser de l'alien intuable, comment se débarrasser de ce genre de bestiole, bah, on y arrive quand même à la fin, mais tout ça pour dire que oui, c'est un film matriciel aussi, d'une certaine forme d'horreur, d'une certaine forme de science-fiction. Alien, bah, c'était un grand plaisir de le revoir, j'ai toujours aimé ce film, mais là peut-être encore plus. Donc n'hésitez pas à dire en réaction à cette vidéo votre rapport personnel avec ce brûlot, la saga en entier si vous voulez aussi, ou encore le cinéma de Ridley Scott, qui a quand même démarré sa carrière sur les chapeaux de roue, ça c'est indéniable. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, j'aurais pu encore développer d'autres trucs, mais peu importe. Je vous dis à la prochaine, ciao.